Alors, à la base, j'avais prévu de vous proposer une fausse théorie sur la fin de SNK où Marco était le méchant derrière toute cette histoire. Mais même moi, ça m'a emmerdé. Alors sûrement que beaucoup ont cliqué en espérant avoir une énième théorie sur la fin de SNK. Vous savez, ces vidéos qui pop un peu partout depuis quelques mois où leurs auteurs nous prédisent la fin de votre manga préféré. SNK, c'est un peu l'un des mangas qui a le plus souffert de ce que l'on appelle dans le jargon angliciste du crafting theory. Cette pratique très répandue sur internet où l'on élabore des hypothèses sur l'œuvre. Et je dis hypothèse car il ne s'agit pas de théorie. En effet, le terme théorie a une signification spécifique en langue française qui n'a pas la même signification chez nos voisins anglo-saxons. Du coup, c'est par un effet d'imitation et d'ignorance que l'on a repris le terme en France, faisant fi du fait que le terme le plus proche du concept anglo-saxon de théorie était hypothèse. Une théorie en français désigne un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis qui permettent d'élaborer un cadre de compréhension, chose qu'on ne trouve pas dans les vidéos théories. Car quand on utilise le terme théorie dans le cadre d'Internet, c'est souvent pour désigner des spéculations sur des fondements plus ou moins incertains et qui attendent d'être vérifiés. Un ensemble d'hypothèses, tout simplement, le terme théorie étant très loin de la signification d'origine. Ce recadrage sémantique fait, je reviens donc à ce qui m'intéresse. Comme je le disais, le théorie crafting est devenu très envahissant, notamment pour des œuvres populaires comme SNK. Si on devait trouver un bon usage du théorie crafting, c'est quand l'auteur pose lui-même dans son œuvre un vrai mystère à résoudre pour son lecteur. Qui sont les titans? Il y a quoi derrière le mur? Qui sont les parents de Jon Snow? C'est quoi cette île? Là, c'est intéressant, là, c'est justifié. Il y a une enquête, on pose un mystère au spectateur. Là où ça me pose problème, c'est quand il devient si envahissant que leurs auteurs essayent presque de se substituer à l'auteur pour écrire la suite hypothétique du récit sans avoir vraiment de fondement derrière. Le plus souvent, cela se résume à qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va finir, en s'appuyant sur pas grand-chose, ce pas grand-chose se résumant souvent à des éléments très factuels. Ah, et j'ajoute toutes les vidéos théories explicatives qui souvent n'amènent pas grand-chose non plus, et on va m'expliquer que ça marche comme ça ou que ça doit marcher comme ça ne m'intéresse pas. Et pour le bien de tous, je ne parlerai pas des vidéos réactions et autres tops que je trouve souvent d'une vacuité et d'une médiocrité assez navrante. Si j'en ai marre de ce genre de vidéos, c'est qu'elles transposent un questionnement légitime de tout lecteur ou spectateur en véritable format vidéo. Oui, on se demande tous ce qui va se passer. Oui, on a tous élaboré des idées autour d'une bonne bière avec des copains de comment ça allait se passer. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire des vidéos? Le problème de la multiplication ad nauseam de ce format, c'est que j'ai l'impression qu'en plus de nous faire du contenu facile, ces interrogations se substituent au questionnement le plus important. Quel est le sens de l'œuvre? En privilégiant le factuel et l'intrigue à la recherche de sens, on appauvrit la réflexion que l'on pourrait avoir autour d'une œuvre. J'ai bien conscience que parler d'une œuvre permet de partager et d'échanger, de souder une communauté autour de quelque chose de commun. Mais est-ce que cela ne pourrait pas se faire autour de quelque chose d'un peu plus intéressant? Surtout que finalement, j'ai souvent l'impression que ceux qui élaborent des théories mettent en quelque sorte en avant leur ego en voulant montrer qu'ils comprennent mieux l'œuvre que les autres. Ça devient presque une compétition pour montrer qui serait le plus intelligent, lequel comprendrait mieux l'œuvre. Mais la compréhension d'une œuvre, ce n'est pas simplement dire qu'est-ce qui va se passer. Et parfois, inconsciemment, j'ai l'impression que certains tentent de se substituer aux auteurs eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, quand on décide de faire 20 minutes où on imagine totalement ce qui va se passer durant la bataille de Winterfell, ou dire comment va se dérouler la fin de SNK. On est dans le fantasme, on est dans l'hypothèse, il n'y a aucun fondement, mais quand même ça fait plaisir et ça fait des vues. Et personnellement, je trouve ça assez vain, trop égotique, et finalement pas si intéressant que ça. Ce n'est que mon point de vue, hein. Ne vous fâchez pas. On peut aimer ce genre de vidéo, mais moi ça ne m'intéresse pas. J'avais envie de faire ce petit coup de gueule, mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas que je vous ai promis une vidéo sur une fin d'SNK. La voici après cette longue introduction. Et si j'ai promis de vous parler d'une fin, je joue encore une fois sur l'ambiguïté sémantique du terme. Je vais vous parler d'une fin en tant que finalité de Shingeki no Kyojin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la représentation de la violence. C'est parti.
Même si l'intrigue de SNK n'est pas finie, on peut penser que nous sommes dans la dernière ligne droite du manga. Même si la dernière clé de lecture sera donnée avec la conclusion, on peut déjà dégager certaines analyses globales concernant le manga. Celle qui va m'interroger aujourd'hui est l'évolution de la représentation de la violence dans le manga d'Hajime Isayama. En effet, si SNK est un manga violent, et ce dès son premier chapitre, on note toutefois une évolution de la représentation de cette dernière. Déjà, on peut noter que le manga ne se contente pas d'une violence graphique et physique, même si Isayama a un don pour construire des scènes parfaitement dantesques, créant un malaise certain chez son lecteur. En retranscrivant le concept d'oppression à travers ses différentes déclinaisons, Isayama aborde nécessairement différents types de violence. Elle est là sous toutes ses formes, psychologiques, sexistes, économiques, sociales, politiques, voire même religieuses. Le monde de l'attaque des titans est un monde bâti sur la violence, l'oppression et la domination. L'Empire d'Eldia et le Pays de Mar naissent tous les deux dans le sang et le mensonge. Les mythes fondateurs ne sont que de beaux contes qui cachent la violence fondatrice des systèmes d'oppression. Le mangaka ne cesse de nous le répéter. Ce monde est cruel. La cruauté de ce monde vient du fait que la violence en est sa dynamique principale et ce qui se perpétue à travers les structures oppressives. Cette dynamique ne fait que croître, lourde du poids du passé et des rancunes, jusqu'à finalement exploser dans le final du chapitre 123. Alors qu'Eren possède à présent le pouvoir du fondateur, il entame le grand terrassement, bien décidé apparemment à mener ce monde à son extinction dans une dernière explosion de violence, un holocauste radical qui fera table rase de tout ce qui est. Seule la suite nous permettra de connaître le fin mot de l'histoire et vous n'êtes pas là pour entendre une énième théorie sur la fin du manga. Ce qui va nous intéresser ici, c'est comment la représentation de la violence a évolué au fil de l'œuvre. Comment et surtout pourquoi sommes-nous passés d'un récit de survie radicale, fantastique, gore et épique, à ce récit tragique d'une lutte pour la liberté qui dégénère. Gan nous présente une humanité au bord du gouffre, recluse derrière les murs et vivant dans la peur de ces infâmes créatures que sont les titans. Le premier surgissement de la violence est explosif. Le titan colossal explose littéralement la porte de Shiganshina et les titans se déversent dans la cité, massacrant et dévorant les humains impuissants. La mort de Carla sous les yeux des reines impuissants, au-delà du drame fondateur, représente parfaitement l'horreur de cette violence à la fois implacable, gore et fantastique. Le titan, savant mélange entre la figure du kaiju et du zombie, est un être fantastique qui terrifie par son étrangeté, sa force et sa voracité. L'humanité semble impuissante face à cette menace. Cette violence reste une violence du registre de l'horreur et du fantastique. Bien qu'horrible et marquante, elle reste loin de nous, de notre quotidien pris au premier degré. Oui, bon, je dis ça parce que si vous revoyez la première vidéo, j'explique bien en quoi le titan peut être vu comme une figure allégorique de l'oppression dans toute son abstraction. Cette violence met mal à l'aise, plus par la situation et la mise en scène que par sa nature propre, purement fantastique. Il en va de même pour l'attaque de Trost dans la suite du manga. La violence joue de nouveau dans le registre du fantastique, de l'épique et du survival. Cru et sans pitié est le massacre de l'escouade des reines. Mais encore une fois, c'est la violence qui est montrée qui peut choquer, non pas sa nature elle-même. Et lorsqu'Eren réapparaît en titan en massacrant tous les autres titans qu'il croise, la violence devient à la fois épique et cathartique. La violence des scènes semble un juste retour par rapport à ce que l'on a pu voir jusqu'alors. Et quand commence l'opération de District de Trost, on est clairement dans la violence épique et sublimée. L'humanité face aux titans. La violence découle d'une nécessité pour la survie contre une menace fantastique et amorale. Le titan n'est alors que ce monstre sans âme qui menace l'humanité. La violence qu'il subit nous fait le même effet que lorsqu'on voit Aragorn massacrer des centaines d'Uruk-hai dans Seigneur des Anneaux, ce qui nous fait comprendre que la perception de la violence se fait à travers le rapport asymétrique entre deux termes. L'humanité qui lutte pour sa survie d'un côté, les titans, ces monstres terrifiants et inhumains, de l'autre. Le basculement va arriver avec l'arc du titan féminin. Si le premier affrontement contient parmi les scènes les plus traumatiques du début du manga, à savoir le massacre du bataillon, particulièrement de l'escouade Levi, c'est parce que la menace semble implacable mais aussi calculatrice. Alors qu'il n'y avait rien derrière le titan féminin transpire la malice et l'intelligence, bref, l'humanité. Il est intéressant que c'est lorsque le titan agit de manière plus humaine qu'il apparaît comme plus terrifiant. La supériorité de cette violence rationnelle sur la violence sauvage semble être la conclusion du premier duel entre Annie et Eren. Eren, succombant à la rage, ne peut rien faire contre la violence maîtrisée d'Annie. Au deuxième affrontement dans le manga, c'est en se maîtrisant qu'Eren parviendra à vaincre son adversaire. L'anime prendra, lui, une direction inverse, sublimant la rage d'Eren qui devient implacable et bestiale.
Si ces deux alternatives se tiennent et font chacune sens, la deuxième permet d'appuyer un aspect discret de la première. L'ennemi n'est plus maintenant une créature anonyme et sans âme. Il a un visage humain, d'autant plus un visage connu. Dans la version Wit Studio, la violence est telle que l'on prend en pitié Annie qui subit les assauts des reines. Renversant subtilement les perspectives, la violence devient d'un coup plus problématique et crée des sentiments partagés et ambigus. Même si elle est un ennemi de l'humanité, la violence crue que subit Annie semble presque exagérée et disproportionnée. En tout cas, moins jouissive que précédemment. Mais on est encore au stade d'un sentiment embryonnaire qui trouvera son développement logique dans l'arc suivant. Si l'arc reprend tout ce qui fait le caractère épique du premier arc, avec la lutte pour la survie, le déchaînement des sentiments et bordel du lancer de titans, la conclusion, elle, est amère. Quand on découvre que les titans sont en réalité des humains transformés, on comprend que depuis le début, c'est des êtres humains qu'ils massacrent. L'horreur culminera plus tard lorsque l'on comprend qu'il s'agit de leur propre peuple, condamné par le régime militariste de Mar. Cela sera encore accentué quand dans le chapitre 124, Nates et Pixies, transformés en titans assoiffés de sang, sont mis à mort. De même, l'affrontement avec Berthold et Rainer est lui aussi plus que perturbant. Ce ne sont pas de simples méchants ou des génocidaires assoiffés de sang, mais des adolescents esseulés, perdus et endoctrinés. Pour Rainer, l'ignominie de leurs actes a fini par causer un véritable syndrome post-traumatique qui le poussera jusqu'au suicide. Difficile donc de hurler de joie lorsque le bataillon fait sauter Rainer avec des lances de foudre. Difficile de trouver courageux ce moment où Armin menace de torturer Annie pour faire céder Berthold. Et encore plus difficile de voir ce dernier, en larmes et impuissant, se faire dévorer par le premier, transformé en titan. Que cela soit le massacre du bataillon par Sig, son découpage par Levi ou la victoire finale à Shiganshina, tout cela a un goût de cendre. La violence est toujours montrée dans un spectacle épique et spectaculaire, mais elle n'est plus jouissive. Elle se fait, au contraire, de plus en plus anxiogène. Le renversement définitif se fait dans l'arc de la famille royale. Moins chargé en action, il n'en est pas plus violent que les autres, bien au contraire. On assiste au triste spectacle de l'homme luttant contre son prochain. Assassinat, torture, guérilla, la violence n'a jamais été aussi réelle que dans cet arc purement politique. L'arc s'ouvre sur un assassinat. Quand le premier coup est tiré, c'est une cervelle bien humaine qui saute. Sanès et Ralph n'ont rien à envier aux titans, et pourtant ils sont si tristement ordinaires. Kenny n'est qu'un sociopathe comme il en existe tant, libre d'exercer sa violence par un état mensonger et dictatorial. Et que dire de Rod Race, sans charisme, bedonnant, lâche, si ordinaire et pourtant roi. Les membres du gouvernement sont livrés, eux, aux tortures perverses de Zachlé, pourtant du bon côté. La violence de cet arc donne le ton de ce qui suivra à Shiganshina. Autrement dit, une véritable bataille rangée. Et surtout, nous prépare à la révélation finale. L'existence du monde par-delà les murs. Isayama convoque l'imaginaire lié au régime oppressif, invoquant les symboles des purges, du racisme et du totalitarisme, le tout dans un réalisme glaçant. Les points de départ de chaque histoire du manga commencent par une violence atroce. Une petite fille muette poursuivie par des soldats, une mère dévorée par ses enfants, une autre fillette dévorée par des chiens, un garçon qui voit sa mère se faire dévorer sous ses yeux. L'horreur est crue, vraisemblable. Si proche. Si Isayama décide de s'inspirer de l'histoire humaine, c'est pour rendre son lecteur plus proche de ce qui se passe, ancrer son récit dans un réalisme malsain et fataliste. Et non pour juste faire un putain de parallèle avec la Shoah, bordel. Non mais ça les gens, va falloir arrêter sérieux. Surtout que c'est dangereux comme discours. Je développerai ça dans une autre vidéo, mais merde quoi. Pour les Eldiens, si rien ne justifie leur traitement inhumain, cela est facilement explicable par le ressentiment et par la peur des Mars qui ont subi une domination sanglante de plus de 2000 ans. La domination eldienne n'était pas une domination pacifiste, comme certains voulaient le faire croire. Ça a été prouvé, ça a été dit. Donc, il y a une cause liée à une faute originelle d'un peuple hégémoniste qui a vu sa puissance s'effondrer au profit de ceux qui l'opprimaient. On peut comprendre le comportement des Mars. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Oh toi ta gueule. Comprendre et expliquer n'est pas excuser. Et pour faire le parallèle, les justifications de l'antisémitisme nazi et la solution finale
ne repose que sur des fautes imaginaires, une idéologie dégénérée évolutionniste de la race pure, et la recherche d'un bouc émissaire. C'est justement pour ça qu'Isayama ne place pas l'idéologie de la race pure dans l'idéologie de Marx, mais dans l'idéologie eldienne, pour brouiller les pistes. Eh bien, vous voyez à quoi je suis ramené, ça commence à ressembler à une vidéo de Michael J, tout ça. Le problème, évidemment, on entend dans le mot excusez la recherche des causes, mais la recherche des causes, c'est le préalable, je dirais, de toute démarche scientifique. Donc on ne peut pas considérer que ces individus se réveillent un beau matin depuis nulle part pour commettre ce genre d'actes. On reviendra dans le détail après, je vous laisserai vous exprimer sur tout ce sujet. Sur cette culture de l'excuse dont on nous parle beaucoup, elle a beaucoup le mérite, elle a au moins le mérite, si vous voulez, d'être une culture, c'est-à-dire d'être fondée sur un savoir. Parce que moi, ce qui me paraît extrêmement troublant dans ce que dit le Premier ministre, c'est qu'à la fois on est quand même sommé de juger, mais sans savoir, visiblement. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange d'ignorance et de jugement, de condamnation, qui mène en fait au préjugé. C'est-à-dire à l'idée selon laquelle, effectivement, il y aurait des actes libres, absolument libres, qui ne seraient déterminés par aucun aspect sociologique. Et ce qui est évidemment difficile de penser, c'est à la fois de penser le fait qu'il y a des déterminismes sociaux. Je pense qu'on peut attendre d'un homme politique comme d'un chercheur de le reconnaître, et qu'en même temps, il y a, à la fin des fins, effectivement, un choix. Il est bien évident que les individus qui se sont livrés à ces actes ont des vies qui sont comparables à d'autres vies, ou des milieux sociaux qui sont comparables à d'autres milieux sociaux, ce ne veut pas dire identiques d'ailleurs, et qu'à la fin des fins, ils se sont décidés à produire une action terrible. Bon. Mais cela étant, considéré que toute tentative d'explication est une tentative d'excuse, et c'est quand même cela qu'a dit le Premier ministre, autant qu'on puisse comprendre son discours, eh bien cela semble quand même être un déni, d'autant plus venant de quelqu'un qui, il y a encore quelques mois, je crois, appelait les intellectuels à reprendre la parole, et on peut se demander quel type d'intellectuel peut avoir la parole dès lors qu'il n'est pas dans une démarche analytique, explicative, ce qui n'engage pas évidemment l'excuse au sens, je dirais, moral du terme, et là on a quand même une confusion très forte entre la recherche et la morale. Bref, pour revenir à cette histoire de violence, on voit bien que celle-ci évolue clairement avec l'Arkemar. En changeant de point de vue, le lecteur se prend d'empathie pour les guerriers de Mar. Théomagat et Tybur n'ont rien de méchant, bien au contraire. Ils œuvrent pour le bien collectif des leurs, qui rend d'autant plus terrible l'attaque des reines. Le chapitre 100 est symboliquement ce qui signera le renversement définitif du traitement de la violence dans SNK. Outre que l'on voit le personnage principal commettre consciemment un véritable attentat au milieu d'une foule de civils, on ne sait plus pour qui on est. Tout devient confus, dérangeant, à la limite du soutenable. C'est la violence de l'opprimé qui éclate. Et la guerre pour se délivrer de l'oppression ne peut être propre. Et alors qu'on assiste à l'affrontement qui rassemble plus de titans depuis le début, l'épique se teinte d'un malaise inouï. Et tout culmine lorsqu'Eren utilise Porco pour s'emparer du titan marteau d'armes. Après cette scène, plus rien ne sera pareil. Eren est devenu un monstre au sens littéral du terme. La bataille s'achève sur la mort absurde de Sacha par une enfant soldate persuadée d'affronter des démons. Et comment ne pas lui donner raison lorsque cette dernière a vu ses camarades et des civils mourir atrocement autour d'elle. Cette mort contient toute la note d'intention d'Isayama pour la suite. Alors que la première mort prévue de Sacha aurait eu sûrement un sens dans l'arc de la chute du mur rose, là, il n'y a rien. L'absurdité de la guerre, dans toute sa splendeur. Enfin, comment ne pas parler de la violence des pro-Jäger, qui suivra avec leur prise de pouvoir de Shiganshina. Assassinat politique, tabassage, humiliation, tout y passe. Ajoutez à cela une idéologie racialiste bien nauséabonde. De son côté, Levi se retrouve à devoir lutter contre ses propres hommes métamorphosés en titans. Et au milieu de ce déchaînement se tient Eren, prêt à déclencher l'apocalypse, avoir brûlé ce monde cruel. Ce monde, né et mu par la violence, ne peut que disparaître dans un embrasement final et cataclysmique, emportant chacun dans ce torrent destructeur. La violence n'est plus épique. Elle apparaît dans toute son horrible nécessité. La libération ne peut passer que par elle. Elle est d'autant plus insupportable qu'elle emporte tout, amis comme ennemis. La violence de l'attaque des titans s'est radicalement transformée. Elle interroge notre sens moral, questionne notre appétit de liberté. Elle n'est plus cette violence fantastique liée à l'affrontement entre une humanité exsangue et une menace fantastique, terrifiante et inconnue. Elle est devenue cette violence si réaliste, si pessimiste qui lie les hommes entre eux. Et le pire, c'est que pour l'instant, le fatalisme d'Isayama nous impose cette question à nous lecteurs impuissants, peut-il en être autrement? La réponse viendra peut-être de chacun comme l'indique le chapitre 124. Chapitre où chacun doit faire face à ses démons intérieurs. L'expression n'est pas anodine, particulièrement quand on réfléchit au personnage de Gabi. Cette dernière prend conscience que les démons eldiens n'existent pas. Les seuls démons qui existent vraiment sont ceux que l'on a créés,
qui se tapissent en nous et attendent de se déchaîner. Pour renverser les systèmes violents et oppressifs, il faut un renversement intérieur. La paix, état qui s'oppose à la violence, pourrait advenir non par un grand terrassement du monde, mais par un terrassement des normes et des valeurs intériorisées. Cette hypothèse d'interprétation ne pourra être validée que lorsqu'Isayama nous livrera la fin de son histoire. Mais cela nous permet de faire le lien avec deux autres œuvres qui abordent elles aussi les mêmes thématiques, bien que la réponse de leurs auteurs soit finalement assez différente.